Quel Garrido, pour vous, la lutte, elle doit être globale aujourd'hui, sans distinction, je dirais, de chapelle, gauche, droite, peu importe. La violence doit être combattue et les extrêmes renvoyés dos à dos, comme je le disais, ce que semble faire Emmanuel Macron. Non, je ne pense pas qu'il faille renvoyer qui que ce soit dos à dos. Les différents mouvements politiques ont chacun une philosophie, un programme, des principes. Et la gauche, elle est pour l'émancipation humaine, les libertés, l'égalité, tandis que l'extrême droite, depuis 230 ans, refuse en fait les principes de la Révolution française, de la République. D'ailleurs, on l'a vu à la manifestation de Lyon. À la fin, quand ils chantent, c'est un chant contre-révolutionnaire. Enfin, ce sont des gens qui sont en séparatisme de la République Une marche depuis dont s'était 230 éloigné le ans. Rassemblement national, d'ailleurs. Jordan Bardella avait donné pour consigne, si je puis dire, à ses troupes de ne pas se joindre à la marche hommage à C'est une Quentin. habileté dont Vous ne faites pas cette on distinction. aurait tort de donner crédit à cette optique-là. Mais est-ce que D'ailleurs, dans ce cas-là, vous associez on a vu, de même à gauche la Jeune Garde et la France on a Insoumise, vu pour par faire le exemple, parallèle? attendez, je termine sur l'extrême droite. Ouais. On a vu par exemple qu'il y a des collaborateurs parlementaires du RN qui étaient présents à Lyon. Au moins un. Au moins un. Et puis aujourd'hui, la porosité entre le RN et même Jordan Bardella et des secteurs antisémites. Par exemple, le directeur de cabinet de Jordan Bardella, François Paramal, comment il s'appelle? J'oublie son nom de famille. Pardonnez-moi si je l'écorche. Il s'est avéré, était membre de Égalité et Réconciliation de chez Soral. Donc, on a une famille, l'extrême droite, qui est, et c'est le problème que nous avons en France pour ceux qui sommes dans le camp, on va dire, de la justice et de l'humanisme, c'est qu'ils sont forts à la fois sur le terrain électoral et à la fois sur le terrain militaire, on va dire. Ils sont actifs sur les deux points. Nous, à gauche, la dernière fois qu'on a eu une action antifasciste qui a marché, réellement, c'est le 30 juin 2024, et lors du premier tour des élections législatives, où 9 Certains vont millions vous de répondre, personnes... la dernière action antifasciste qui peut-être a tué, c'était à Lyon il y a près de 2 écoutez ce semaines. que je suis en train de dire. Je Oui, reprends oui, ma mais j'écoute phrase. avec beaucoup La d'attention. dernière fois qu'en France, il y a eu une action antifasciste qui a fonctionné réellement, c'est le 30 juin 2024, lorsque 9 millions de femmes et d'hommes sont sortis de terre réellement pour venir dire il est hors de question que Jordan Bardella rentre à Matignon et devienne le Premier ministre. Je crois que Thomas Ménager souhaite réagir à vos propos, Raquel Garrido. Ouais, vous savez, tout ce qui est excessif est insignifiant et là, c'est clairement pas au niveau. Même Garrido, qui est quelqu'un d'intelligent, finalement démontre soit un manque de culture, soit au final beaucoup d'hypocrisie, parce que comparer le fascisme au Rassemblement national, qui est le premier parti de France, 12 millions, 13 millions, parti en capacité de gagner, parti qui lui condamne toutes les violences pendant qu'elle minimise les violences d'ultra-gauche et surtout ses copains qui, eux, refusent de dire stop, stop à la violence, stop à la jeune garde. Franchement, Madame Garrido, vous êtes une ancienne collègue, vous êtes une avocate, vous êtes vraiment en dessous de tout aujourd'hui et je suis vraiment déçu parce que je me souviens très bien des débats qu'on pouvait avoir en commission des lois et que vous apportiez parfois un éclairage intéressant. Là, vous, au final, vous salissez le combat contre le vrai fascisme, le combat de ceux qui ont donné leur vie, des résistants. Et en même temps, vous oubliez de dire que ce sont vos amis, ceux que vous avez soutenus, ceux qui ont soutenu la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, la Jeune Garde, qui ont tué un jeune en sautant à pieds joints sur sa tête, un jeune qui est mort. Et donc aujourd'hui, de détourner l'attention sur le Rassemblement national qui lui est sans ambiguïté contre la violence, contre l'extrême droite et contre l'extrême gauche, la violence de l'extrême gauche et d'extrême droite, contrairement à vous qui avez une vision à géométrie variable. Le RN, on les croira le jour où ils dénonceront Némésis. Aujourd'hui, le RN, là où on voit leur ambiguïté et leur hypocrisie à eux, justement, c'est par rapport à Némésis. Groupuscule identitaire. Parce que Némésis est une organisation dont il est avéré, et je renvoie notamment à la toute dernière enquête de l'Humanité, il est avéré que sa technique, c'est de créer des provocations qui font des guet-apens. Donc, est-ce que le RN dénonce Némésis ? Et moi, Alice Cordier, j'ai débattu avec elle sur LCI, elle a dit « j'ai bien fait de les appeler ». Thomas Ménager. Mais Madame Garrido, nous, Némésis n'est pas relié au Rassemblement national. Est-ce que vous les dénoncez ? Mais attendez, moi j'ai pas dénoncé qu'un mouvement qui n'a aujourd'hui tué personne. Mais ils ont tué qui? Madame Cordier, même peu importe ses idées, elle a tué qui? Et elle a tué qui aujourd'hui? Alors que vos amis, Raphaël Arnaud Alice Cordier, elle a appelé au téléphone ils sont aujourd'hui mis en examen pour Quentin avoir tué Durand et quelqu'un. ses amis, et vous ne le dénoncez pas?
J'ai pas entendu Mme Garrido. Le mode d'action de Némésis, il faut lire la presse et les enquêtes, d'accord? Le mode d'action de Némésis, c'est de créer des points de fixation pour ensuite venir mettre en confrontation différents services d'ordre. Moi, j'ai dit sans aucune difficulté que le mode d'action de la violence de rue qui était organisée à la Jeune Garde était une erreur, était une faute et qu'il faut arrêter avec ça. Je le dis. Est-ce que vous dites à Némésis qu'il faut arrêter avec la même chose, parce que Némésis fait la même chose d'une façon en plus tout à fait perverse, qui est de créer le guet-apens. Ils ont dit même, ils utilisent le terme de dire nous pouvons organiser un tractage de 2 ou 3 filles pour faire un appât. Est-ce que vous dénoncez cela? Non mais moi je vous le dis clairement, les provocations, et s'il y en a de la part de Némésis, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer. Et je pense que ce n'est pas comme ça, et je les dénonce, je ne pense pas que ça se passe ainsi. Par contre, ne mettez pas sur un même plan, sur un même point et sur un même plan, d'un côté des jeunes qui manifestent et qui peut-être viennent à la provocation, mais qui ne sont pas violents, qui n'ont pas agressé, qui n'ont pas violenté, et de l'autre côté, des gens qui ont été tués, qui ont été violentés, comme ce jeune Quentin de Ranc. Donc à un moment, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan. Moi, je suis d'accord qu'en démocratie, après, il y a une liberté de manifestation, on a le droit de manifester, et je peux vous le dire que le Rassemblement national, à chacun de nos déplacements, de nos meetings, nous avons des contre-manifestations régulièrement d'antifa qui viennent à la provocation, et si d'autres le font sur d'autres aspects, et si c'est le cas pour Némésis, moi je considère que c'est pas forcément une bonne manière de faire, même si il faut trouver cette équilibre, parce qu'on est dans un grand pays où la liberté de manifester, la liberté d'expression est quelque chose d'important, mais aujourd'hui, arrêtons de mettre sur un même point, sur un même plan, d'un côté Némésis qui manifeste et qui va peut-être indirectement à la confrontation sur le débat, et de l'autre côté la Jeune Garde qui elle a été condamnée pour Raphaël Arnaud, toujours député de la France Insoumise, et l'extrême gauche et l'ultra gauche qui en plus n'est pas dénoncée par les partis politiques. De la même manière, la Jeune Garde que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon continue de soutenir. Il l'a dit hier soir lors d'une prise de parole à laquelle tous les médias n'étaient pas convenus. On va y revenir dans quelques instants. Loin s'en faut. Il a aussi tiré les enseignements politiques de la mort de Quentin, extrait de l'intervention du leader de la France Insoumise hier. Je dis ça se finira entre eux et nous. Qui eux et nous, monsieur Mélenchon? Le Rassemblement national et nous. Donc ce qui nous arrive là n'est pas une surprise. À aucun moment, zéro. Rien n'est surprenant. Nous savions que nous irions à ce paroxysme. Toute situation est une opportunité. Toutes les situations. Aucune ne nous accable. Tout est le moyen d'une prise d'un côté ou de l'autre. Car nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes des militants politiques. Toute situation est une opportunité, dit Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'imagine qu'il ne part pas directement de la mort de Quentin de Ranc, mais de ce qui ressort des accusations formulées contre la France Insoumise, qui soutient encore, en tout cas Jean-Luc Mélenchon le fait, la Jeune Garde soupçonnée d'être impliquée dans la mort de Quentin de Ranc. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est dans le déni, il est dépassé probablement par les événements et il ne comprend pas que s'il n'agit pas activement pour mettre fin au cycle de la violence, il y aura de nouvelles violences. Donc veut-il que ces violences cessent? C'est la question qu'on peut se poser. Vous y répondez en posant cette question. Vous estimez que Jean-Luc Mélenchon ne veut foncièrement pas la fin de la violence Quand on l'entend, très clairement, il considère que la stratégie qui a présidé à la fondation de la Jeune Garde et à ses actions récentes ne doit pas être mise en cause. Donc c'est très clair. En revanche, là où il se trompe profondément, et les gens qui sont à la maison et qui ont voté NFP le savent parfaitement, c'est que quand il dit ça va terminer entre eux et nous, c'est-à-dire le RN, l'extrême droite et nous, le nous, c'est pas le mélenchonisme. Le nous, c'est le NFP. Donc, les gens qui sont venus voter le 30 juin 2024 et qui ont voté Nouveau Front Populaire, ils n'ont pas voté Mélenchon. Donc lui, il essaye, par une espèce de superposition narrative, d'essayer de se capter ces électorats-là, mais ça n'est pas vrai. La réalité dans les urnes, c'est que les candidats et les députés insoumis ont plutôt sous-performé aux élections législatives de 2024 par rapport au Nouveau Front Populaire qui, lui, était en progression. Jamais Jean-Luc Mélenchon n'a fait le résultat en voix du Nouveau Front Populaire. Donc aujourd'hui, commencer par dire qu'il y a une opposition entre l'extrême droite et le reste du pays, oui. Mettre l'énergie dans ce combat-là contre le reste de la gauche est un non-sens total, est une faute politique. Ça se terminera entre eux et nous. Votre réaction, Thomas Ménager, c'est votre état d'esprit, à vous aussi, finalement, votre intérêt même, dirais-je, de vous retrouver peut-être, par exemple, au second tour de la présidentielle. C'est votre idéal, un second tour LFI-RN?
Non, mais je pense que ce qui nous différencie, et depuis ce pseudo-front républicain du mois de juin 2024, c'est que les Français ont compris qu'il y avait toute une partie de Édouard Philippe à Jean-Luc Mélenchon qui était capable de se coaliser avec comme seul projet de lutter contre le Rassemblement national. Nous, on lutte pas contre un mouvement politique, on lutte pas contre des groupes politiques, on lutte contre les problèmes des Français, contre l'insécurité, contre les problèmes d'accès aux soins, contre les problèmes de pauvreté dans notre pays, les problèmes économiques. Et donc, à un moment, il faudrait qu'on revienne sur le fond du sujet, sur ce qui préoccupe les Français. Et après, ça sera à eux de choisir. Et 2027 et le second tour 2027 sera le choix des Français. Après, il y a une radicalisation d'une frange de la société qui soutient et continue de soutenir Jean-Luc Mélenchon malgré ses propos. Et ça pose question. Ça peut inquiéter. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de se dire comment on arrive à refaire société, comment on arrive à refaire nation et comment on arrive à vivre tous ensemble sans ces poussée de violence dans notre pays. C'est ça ce qui devrait nous occuper, plutôt que ces histoires très politiciennes dont tout le monde se fiche. Erwan Lecoeur, est-ce que vous diriez que gauche, extrême, gauche-droite, droite extrême ont des intérêts communs Oui. Et finalement, ils s'alimentent Alors, pas les mêmes intérêts. Ils ont des intérêts en commun et ils en ont de très, très divergents, mais c'est historique. Historiquement, évidemment. D'ailleurs, l'idée même de gauche et de droite s'est constituée sur cette base-là, c'est-à-dire la Convention de 1792. C'est contre ou pour la mort du roi. Les uns existent par rapport aux autres. Les uns existent par rapport aux autres. Il y a toujours et 2026, miroir, ça vaut toujours. Et ça vaut d'autant plus que nous sommes, comme ça a été dit, et nous le savons très bien, dans une société qui se polarise, qui se cristallise. Là, moi j'observe, puisque je travaille un peu depuis longtemps sur ce sujet, c'est une inversion du stigmate, c'est-à-dire le stigmate bascule. Il était clairement sur Jean-Marie Le Pen et le Front National. C'était le camp des réprouvés depuis 1945, je dirais même le camp de la honte, le camp de ceux qui avaient perdu avec Pétain, etc. C'était la nostalgie du roi, puis de la France catholique, puis de Pétain. Et ça traduit quoi, une évolution de la société que l'on voit dans d'autres pays, que l'on voit aux États-Unis, que l'on voit dans tout un tas d'autres pays. Il y a en effet un renversement du stigmate, et on le voit bien quand le député du Rassemblement national aujourd'hui nous dit qu'il est du côté du droit, du côté de la République. Non, historiquement, c'est pas le cas. Mais le positionnement des partis aujourd'hui, le RN, est aujourd'hui la France insoumise. Le positionnement de la France insoumise, comment vous le qualifiez ? Je serais intéressé d'avoir votre regard sur la manière dont se comportent presque les leaders insoumis, à commencer par le premier d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon, depuis la mort de Quentin de Ranc. C'est une gauche qui se radicalise, très clairement. Ce n'est pas encore l'extrême gauche qui est trotskiste, qui est anarchiste, etc. Historiquement, il y a une extrême gauche qui existe en France, qui a fait 10%, je le rappelle, en 2002, tout le monde l'a oublié, que les trotskistes. Les trotskistes, c'est 10% le 21 avril 2002. Ça concourt à la défaite de Lionel Jospin. Donc évidemment, la France insoumise, comme le Conseil d'État et comme la plupart des chercheurs le disent, c'est une gauche qui s'est radicalisée, qui continue de se radicaliser parce qu'elle y a intérêt dans un moment qui est de plus en plus radical. C'est-à-dire qu'on a une tripolarisation du champ politique et l'extrême gauche et l'extrême droite, et la gauche radicale et la droite radicalisée, on voit avec LR et le ciotisme notamment, ont intérêt à repolariser en deux camps. C'est ça leur intérêt principal. Et à tuer le camp du centre, entre guillemets, qui comporte le centre-gauche et le centre-droit, dont on ne sait plus très bien qui y est. Il y a une double erreur historique là-dedans. Tous ceux qui, aujourd'hui, cognent sur LFI, oublient les leçons de l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, le camp, et ça a été un peu dit, le camp de la gauche, entre guillemets, s'il est divisé, il perd à la fin. Que ce soit du fait de Jean-Luc Mélenchon ou du fait des socialistes qui lui tapent dessus. De toute façon, historiquement, il y a une histoire qui est claire et nette et précise. À la fin, c'est la droite radicale qui gagne dans ce cas-là. Justement, parmi ceux qui cognent, je reprends le terme que vous venez d'utiliser, Erwan Lecoeur, sur LFI, il y a des socialistes, et notamment le patron des députés socialistes, Alexis Boris Vallaud, qui est resté assez silencieux depuis la mort de Quentin de Ranc, et qui, hier soir, a posté un très long message sur les réseaux sociaux, avec plusieurs partis, si je puis dire. Dans ce message, quelle conclusion faut-il en tirer ? Évidemment, les socialistes sont conscients qu'il y a ici une clarification à apporter par rapport à leur positionnement avec la France insoumise pour justement tenter de continuer d'exister. Et ils savent aussi qu'ils sont dans des injonctions contraires parce qu'il n'est pas possible à 3 semaines des élections municipales de faire comme si tout ce qui s'était passé en 2024 n'avait pas existé, comme s'il n'allait pas falloir à un moment donné, possiblement entre les 2 tours, rediscuter avec toute la gauche. Et donc ça, c'est un moment assez particulier. Certains
ont estimé que la position d'Olivier Faure, qui lui aussi avait pris un peu de temps avant de prendre la parole, qui s'est exprimé vendredi dernier, n'avait pas été tout à fait claire. Lui dit: nous ne sommes pas soumis aux insoumis, mais n'exclut pas, comme d'autres au Parti socialiste, que des discussions puissent avoir lieu à nouveau entre toute la gauche pour faire barrage au Rassemblement national, qui était l'idée du nouveau Front populaire, même si en réalité il y a certaines situations et configurations qui sont imaginées pour les municipales qui ne se produiront pas, mais je ne rentre pas dans les détails. C'est des questions d'élections totalement différentes par rapport aux élections législatives où pour le coup la question du barrage se posait davantage. Boris Vallaud, lui, il a une position qu'il fait exister parce qu'il y a aussi des intérêts un peu divergents avec Olivier Faure. Il y a là aussi au sein même du Parti socialiste des voix qui s'expriment, on le comprend bien, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et François Hollande, l'ancien président de la République, et le député socialiste Jérôme Guedj, qui eux aussi ont parfois des ambitions, en tout cas on leur prête parfois des ambitions, n'ont pas tout à fait le même regard sur la situation qu'Olivier Faure. Chacun le sait, nous ne sommes plus alliés de la France insoumise, écrit notamment Boris Vallaud. La rupture est définitive? Non, pour la raison simple... Priorité au direct, Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, patron des LR et candidat à la présidentielle, s'exprime sur le sujet. Il y a des bouquins qui sont parus. Il faut avoir été à l'Assemblée nationale pour voir cette violence que je n'ai jamais connue dans une assemblée, cette violence acceptée, cette violence verbale. La violence verbale est toujours la prémisse de violences qui sont des violences plus inquiétantes, physiques. C'est la brutalisation du débat public, acceptée, institutionnalisée. C'est, là encore, le fait de dire que c'est la police qui tue. Quand M. Caron, par exemple, publie sur un tweet des images du massacre en Iran, en faisant le parallèle avec des images du maintien de l'ordre par la police française, c'est inacceptable, absolument inacceptable. Sur l'antisémitisme, je vous renvoie à la plaidoirie dont il a fait un bouquin de Richard Malka, passionnément antisémite pour l'affaire d'Enthoven. C'est le vote communautarisme. C'est, par ailleurs, sur l'antisémitisme, le refus de la condamnation par LFI de la fameuse affiche présentant Cyril Hanouna sous les traits du juif éternel. Ça rappelle Goebbels. Ça fait beaucoup, ça, quand même. Donc la grande... Comment dirais-je? Ce que je trouve beaucoup d'observateurs manquent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un groupe, quand j'entends par exemple le PS dire « Ah oui, mais M. Jouvet, par exemple, le responsable des élections, Pierre Jouvet, ah oui, mais on pourrait s'associer pour peu qu'il dénonce la violence. » Mais la violence est un projet consubstantiel du projet politique. C'est Chantal Mouffe, enfin, c'est tout ce courant philosophique insurrectionnel qui est partie constitutive du projet politique de LFI. C'est ça qu'il faut comprendre. Évidemment, le Parti socialiste cherche à ne pas le comprendre pour des visées électoralistes. Mais voilà où on en est. Et au titre des bouquins, j'aurais pu, voilà, les complices du mal, y compris d'ailleurs les propos de M. Ruffin dans son propre livre, dénonçant le racialisme de LFI. Donc, effectivement, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Tout est sur la table. Tout était écrit dans des livres, dans des déclarations des uns et des autres, à commencer par M. Mélenchon. Bonjour, Augustin Donadieu, CNews. Monsieur Retailleau, en juin 2025, vous aviez annoncé la dissolution de la Jeune Garde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que cette dissolution a été un échec? Non, les dissolutions, dissoudre un mouvement, c'est faire respecter l'état de droit, la loi. La seule façon, enfin, quand on doit dissoudre, et je me souviens, sur la Jeune Garde, nous avions mis plusieurs mois à constituer un dossier solide qui puisse résister à d'éventuels contentieux, puisque désormais il y a un contentieux, mais comme à chaque fois. Mais c'est impossible pour moi, dans notre République, et d'ailleurs on a des articles du Code de sécurité intérieure, du Code pénal, où on peut s'appuyer précisément pour dissoudre. C'est sans doute sur le plan symbolique et politique important, ça ne règle pas tout. Il faut, parallèlement à la dissolution de ces groupements de faits ou de ces groupements juridiques, souvent sous forme associative, pénaliser et surtout poursuivre les individus. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Et y compris ne rien lâcher. Je m'étonnais la semaine dernière que, puisque comme vous, j'ai découvert que la Jeune Garde
ils se regroupaient à nouveau alors qu'ils étaient dissous. Là aussi, il y a un article du Code pénal pour les reconstitutions de lits dissoutes. Donc non. Tout est important. Tout est important. Je sais bien qu'il y a un discours qui consiste à dire « Ah oui, mais c'est difficile, donc à la limite, il ne faut pas le faire. » Non, tout est important. On poursuit les individus, on lâche rien, on ne cède rien, et on poursuit justement aussi, et on dissout les groupements de fait et les associations. Pénaliser et poursuivre les individus, à vous entendre, ça veut dire qu'en juin 2025, on aurait dû poursuivre et pénaliser, en l'occurrence, Raphaël Arnaud. Et aujourd'hui, a-t-il encore sa place à l'Assemblée nationale ? Je me suis exprimé à plusieurs reprises, bien sûr, que déjà un individu fiché S, dans la représentation nationale, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Et vous avez vu, les filles ne cèdent rien. Rien. CQFD. Voilà. Est-ce que sur l'agriculture, il y a une autre question? Presse moment sur l'actualité. Merci en tout cas d'être venu. Voilà, les déclarations et les réponses aux questions des journalistes de Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, patron du parti LR, ancien ministre de l'Intérieur. Déclaration qui suscite énormément de commentaires de votre part, notamment Raquel Garrido, ici même, pendant que Bruno Retailleau s'exprimait. Oui, parce que Bruno Retailleau est quand même personnellement concerné en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur par l'échec des politiques de dissolution. La rixe qui a eu lieu à Lyon concerne 2 groupes militants politiques qui étaient en théorie dissous et qui pourtant se sont bien retrouvés pour Parler de la jeune garde antifasciste physique et des groupes de l'Union en face, populaire notamment qui a été dissous en même temps que la jeune garde. Voilà, à chaque fois qu'il y a un groupe d'extrême droite qui a été dissous à Lyon, ça a recréé derrière un nouveau groupe encore plus violent et avec les conséquences que l'on sait et qui sont toujours pas terminées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas, même avec le nouveau ministre de l'Intérieur et le nouveau garde des Sceaux, en fait une politique d'État, une politique publique qui permet aux Français de s'assurer que cette violence va s'arrêter. Sur la brutalisation de la vie politique que Bruno Retailleau semble attribuer en toute partie à la France insoumise. Si on retombe sur nos pattes, on regarde ce que disait encore hier soir Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes un peu d'accord avec ça ou pas ? Attendez, Bruno Retailleau n'est pas clair. Pourquoi ? Parce que Bruno Retailleau fait des meetings avec Némésis. Il soutient Némésis. À un moment donné, il faut être très très clair. Quand on est pour l'ordre public, on ne structure pas un groupement politique dit néo-fémo-nationaliste autour du fait de faire des guet-apens. Ça a été dit par l'Humanité, confirmé par BFM TV. C'est un sujet. Et donc, soit il reste dans l'hémiplégie pour des raisons tout à fait politiciennes, parce qu'en fait, pourquoi ? Parce que Bruno Retailleau, lui, aujourd'hui, il est aspiré par le discours de l'extrême droite. Il a, lors des élections législatives partielles, dans le Lot-et-Garonne, si ma mémoire est bonne, dans 47 ou 46, 47 je pense, il a soutenu le candidat ciotiste contre la candidate socialiste soutenue par la gauche et les écologistes. Donc en fait, il fait partie de cette droite qui est aspirée totalement par l'extrême droite et donc effectivement aujourd'hui ne concourt pas à ce que la France se calme. Il n'a pas rejoint le Rassemblement national comme Éric Ciotti en a fait le choix en 2024. Il a l'ambition, en tout cas dit-il, d'être présent face au Rassemblement national en 2027. Mais ce que je dis est néanmoins vrai, c'est-à-dire confronté au choix de second tour entre la candidate socialiste de gauche à la législative partielle, il fait partie de ces gens qui disent qu'il faut en fait un cordon sanitaire non seulement autour de la France insoumise, mais de la gauche tout justement, entière. Justement, vous dire, vous appelez de vos voeux de la carte en fait. à droite, mais à gauche. Oui, eh bien à gauche. Depuis la mort, eh bien, Quentin à de gauche. Ranc. La mort de Quentin on de est à Ranc, 3 semaines des municipales. La mort de Quentin de Ranc, elle exacerbe la question que se posent des millions de Français sur comment on empêche l'extrême droite de gouverner. Alors, c'est pas pour autant que le nouveau Front populaire n'a comme seul objectif dans la vie que de lutter contre l'extrême droite. Le nouveau Front populaire, c'est un programme, la taxe Zuckman, à laquelle s'oppose l'extrême droite, le RN, Marine Le Pen. C'est la transition énergétique face à un courant d'extrême droite et de droite qui est climato-sceptique. C'est la 6e République face à une extrême droite qui, elle, est pour une vision du pouvoir concentrée sur une personne, confère la réforme constitutionnelle proposée par le RN. Donc, le nouveau Front populaire, c'est un programme. Il est mort.
pourquoi ce programme est mort? La taxe non, Zucman mais n'est il me plus à semble l'ordre que du jour. toute La alliance transition énergétique n'a n'est plus à plus- l'ordre du Non, jour. La non, non, mais il me démocratisation de semble la que France politiquement- n'est plus à l'ordre du jour. Non, que politiquement, toute alliance n'a plus lieu d'être entre LFI et ses ex-partenaires Eh bien, à de partir du gauche. moment où il y a un Vous trouvez programme pas que commun, c'est- Non, vous ne pensez pas, vous, eh bien, que c'est potentiellement définitif. c'est là où tous ceux qui aujourd'hui font des injonctions à la division, parce que les injonctions à la division de la gauche sont fortes, eh bien, ceux-là, aujourd'hui, objectivement, aident l'extrême droite. Je veux dire, c'est clair et net. Que Donc ça, vous dites, que on ça peut vienne encore- de Hollande On ou peut que ça encore vienne de travailler avec Mélenchon. LFI à gauche. Mais c'est non seulement qu'on peut, c'est que on doit. Aujourd'hui, il n'y a rien dans le programme du nouveau Front populaire qui soit caduc. Nous sommes encore unis sur la question de la redistribution des richesses, nous sommes unis sur la question de la transition énergétique, et nous sommes, je le Même pense si et sur je la le question des souhaite, valeurs, il y a unis sur la peut-être question des démocratique. divergences. Et Le Jean-Luc BFM. Mélenchon, lui, c'est clair, est en train de vouloir mettre de côté, séparer un groupe qui serait finalement mélenchoniste au sein de la gauche. Pour moi, c'est une erreur et surtout, c'est un échec dans la façon de lutter sérieusement et efficacement contre l'extrême droite. La campagne